Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous saluer en ce mercredi 27 avril 2022 à l'occasion du webinaire sur la décentralisation. Mon nom est Michel Bissonnette, je suis de l'Alliance des patients pour la santé. Je vais vous présenter tout de suite nos conférencières invitées. Aujourd'hui, donc, Mme Joanne Marcotte, qui est co-rédactrice du rapport Castonguay sur le financement du système de santé. Mme Caroline Senneville, qui est présidente de la Centrale des syndicats nationaux, la CSN, et Dr. Ruth van der Stelt, qui est médecin de famille à l'hôpital du Pontiac et qui est secrétaire du Regroupement québécois de médecins pour la décentralisation des soins de santé. Avant d'aller déjà dans les présentations, il y a quand même quelques petites consignes. D'une part, je crois que toutes les vidéos donc, des spectateurs, donc des invités participants, sont désactivées. Vous allez pouvoir poser des questions, cependant, par chat ou par discussion. Je vais laisser nos représentants des organismes partenaires de ce webinaire, qui sont Jérôme Di Giovanni, président de l'Alliance des patients pour la santé, M. Pierre Hamel, qui est également président du regroupement provincial des comités des usagers, et le Dr Daniel Caude, qui est médecin interniste à l'hôpital Santa Gabrini et président du regroupement québécois des médecins pour la décentralisation des soins de santé. Ils vont vous présenter rapidement pourquoi ce webinaire a été organisé et ensuite on y va avec les présentations. Alors, voilà, donc on va commencer peut-être avec M. Di Giovanni. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. L'Alliance des patients pour la santé, c'est une fédération d'associations et de regroupements d'associations de patients. Notre mission, c'est de donner une voix forte aux patients à travers leur association, ainsi de faire reconnaître l'expertise des associations de patients dans la gouvernance, le développement et la gestion du système de santé et des services sociaux. Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de partager les idées pour améliorer le système de santé. On a vu qu'à travers la pandémie, il y a eu beaucoup de ratés au niveau du système de santé et des services sociaux. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion qu'on partage ensemble des idées pour, en fin de compte, voir comment le plan du ministre Dubé va s'opérationnaliser en nous considérant comme des partenaires décisionnels. Et c'est clair, des partenaires décisionnels pas au niveau consultatif, pas au niveau d'une rencontre simplement pour nous informer, mais c'est vraiment au niveau des partenaires décisionnels. À nouveau, merci beaucoup. Puis on va revenir un peu plus tard avec des questions, des précisions. Votre micro était désactivé, M. Bissonnette. Oh, Michel, ton micro est désactivé, on ne t'entend pas. Merci, Pierre Hamel, s'il vous plaît. Alors, Pierre Hamel, je suis président du regroupement provincial des comités d'usagers qui regroupe environ 500 comités de bénévoles qui œuvrent tous les jours auprès des usagers et des patients du complexe système de santé et services sociaux. Nous avons comme objectif la défense des droits des usagers et des plus vulnérables de notre société. Nous avons donc un intérêt profond de participer aux orientations et aux moyens que se donne le gouvernement pour remettre le système de santé et services sociaux sur des rails qui vont nous mener à partager des solutions en co-construction. Afin d'améliorer de façon continue notre système de santé et services sociaux, d'ailleurs, ce privilège de participer au processus de changement nous est octroyé de par la loi L4S. Nous profitons donc de cette plateforme pour écouter et en même temps faire valoir les préoccupations des usagers aînés, jeunes et aussi les plus vulnérables. Alors, je vous remercie et soyez assurés que
nous voulons absolument participer dans un cadre de co-construction avec les gens du ministère et qui reconnaissent que les comités d'usagers existent au niveau de la loi L4S. Merci. Merci, Dr. Code. Oui, bonjour. Désolé, je n'ai pas de vidéo, problème technique avec Zoom. Donc, je suis le président du Regroupement québécois des médecins pour la décentralisation du système de santé. Ce regroupement a vu le jour il y a 2 ans, quasiment maintenant 2 ans et demi, on peut parler là, en début de pandémie, avec vraiment une mise en évidence d'une situation qui ne pouvait plus perdurer en termes de gestion du réseau et gestion du système de santé. Pour nous, les médecins sur le terrain qui avons commencé ce regroupement, qui maintenant compte 825 médecins issus de plus de 70 centres hospitaliers à travers le Québec. Maintenant, ce regroupement pan-provincial milite pour une recréation d'un palier de gouvernance locale dans les centres hospitaliers, mais aussi dans d'autres installations au sein des CIS et des CIUS. Selon nous, il faut ramener la gestion du réseau plus proche du terrain, plus proche de l'interface qui peut exister entre les soignants et leurs patients, et donc s'assurer la pérennité des missives de chacun des installations au sein des CIS et des CIUS et des communautés qui desservent. Pour nous, la décentralisation est le véhicule par lequel nous devons réussir à remettre ce système sur les rails. Et cette décentralisation se définit sans équivoque par une forme de gestion de proximité qui est participative aussi et qui inclut aussi la participation citoyenne et patient dans le processus de gestion des hôpitaux. En particulier, nous voulons remettre en place 4 éléments clés par centre hospitalier aigu, dont un directeur général adjoint, dont un ou une directeur de service professionnel, remettre en place des CMDP par centre hospitalier aigu et remettre en place une table de chef de département clinique, c'est-à-dire les différents services cliniques dans un hôpital, pour vraiment s'assurer que chacun de nos hôpitaux au Québec soit vraiment bien géré et que l'offre de services est appropriée pour les besoins des communautés qui servent. Merci, Dr. Code. Écoutez, avant de vous souhaiter un bon appétit avec nous, puisque c'est l'heure du dîner, je vais simplement vous réindiquer qu'il y a une période, chaque conférencière va disposer d'une 10 à 12 minutes pour sa présentation. Ça va être suivi d'une période de questions de 20 minutes qui va être posée par nos panélistes et les représentants des associations partenaires. Suivi d'une seconde période de questions qui va être ouverte à tout le monde, tous ceux qui assistent à ce webinaire, mais via soit le mode discussion si vous avez un appareil Mac, ou encore chat pour ceux qui ont un PC. Donc, allez-y avec des questions écrites et nos panélistes, nos conférencières vont pouvoir y répondre. Donc, sans plus tarder, et en passant, je vous dis, le webinaire est enregistré. Donc, il va être mis à la disposition de tout le monde dans un délai d'à peu près une semaine. Alors, via les 3 associations partenaires. Donc, voilà. Il y a un endroit aussi que vous voyez en bas de vos écrans qui est soit Q&A ou Q&R. Vous pouvez également poser des questions à ce moment-là, par ce biais-là. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec Mme Joanne Marcotte. Et je vais partager l'écran, Mme Marcotte, pour votre présentation. Oups, je fais ça pourtant. C'est pas. Voilà. Alors, vous êtes prête à y aller. Allez-y, Mme Marcotte. Parfait. Pour changer les pages, est-ce que… Oui. Vous êtes simplement me l'indiquer, puis je vais le faire. Ah, d'accord. Parfait. Merci. D'abord, merci beaucoup. Je suis enchantée d'être là. Il semblerait qu'un de mes textes dans la presse ait attiré l'attention.
de certains autres de l'événement du jour. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vais partager avec vous là où j'en suis dans ma réflexion, mais sachez bien que je ne viens pas du milieu médical. J'ai participé au rapport Castonguay sur le financement du système de santé. C'était de ça il y a plusieurs années. Et depuis ce temps-là, je m'intéresse vivement à tout ce qui se fait, tout ce qui s'écrit. Et merci beaucoup de l'invitation. Donc, voilà, on peut aller à l'acétate 1. Le plan Dubé, en fait, on va partir ça comme ça, ce n'est pas un plan. Il ne donne pas une idée claire des objectifs de rendement et ni d'échéancier. Ce qu'il est, en fait, c'est une liste de projets. Quand vous regardez la liste des 50 trucs qui sont proposés, c'est une liste de projets, d'outils, de mandats. C'est un rapport qui a été écrit par des hauts fonctionnaires et pour des hauts fonctionnaires. Je vous rappellerai que depuis que le gouvernement Legault est là, il y a 60% plus de sous-ministres à la santé. C'est quand même pas rien. Et finalement, c'est une liste pêle-mêle d'orientation stratégique, d'outils de gestion, de technologie. Alors, c'est assez confus pour quelqu'un qui est assez structuré. On se demande si ça fait la différence, en fait, là. Mais on y arrive, et puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes idées là-dedans. Mais ce que le ministre nous dit, en fait, c'est qu'il nous dit « Voici la liste des prérequis dont j'ai besoin pour redresser le système de santé. J'ai besoin de beaucoup d'argent et de 5 ans pour mettre en place ces conditions de succès et ces outils. » Puis avec ça, là, ça va marcher. C'est ça qu'il nous dit le ministre. Donc, on va passer à l'acétate suivant. En parlant de bonnes idées, il y a cette idée, on peut aller à la prochaine page, Michel? Oui. En parlant de bonnes idées, en fait, il y a cette idée très structurante qui sépare le rôle de l'État du réseau. En fait, on dit l'État va s'assurer des grandes orientations, va fixer les objectifs, va suivre les résultats, va assurer évidemment un contrôle de qualité. Donc, on parle d'un État, dans mes mots à moi, un État assureur. Il définit la couverture, il conclut des ententes avec les différents fournisseurs de soins, il assure le financement pour la portion des soins qui sont couverts ou qui sont financés par le Fonds consolidé, donc nos taxes et nos impôts. Donc ça serait vraiment une orientation très, très importante d'après moi. Et le réseau, quant à lui, c'est le nouvel employeur, disons-le. C'est lui qui fournit les services, c'est lui qui va gérer l'ensemble des ressources humaines, financières, les plateaux de diagnostic, les technologies des établissements. Et il assure évidemment la couverture. Quand je dis couverture, les corridors de services et tout ça. Ce que moi, j'ajouterais à ça pour que ce soit vraiment structurant, c'est qu'il est grand temps de voir le réseau comme un ensemble de fournisseurs de soins et de services sociaux. Là. Sachez bien que quand je dis les fournisseurs de soins, ça inclut toujours les services sociaux, comme une diversité d'entités multiples de tout secteur confondu. Donc, des secteurs publics, des secteurs privés conventionnés. Tout ça, ça existe en passant. Des secteurs communautaires, des secteurs coopératifs. Donc, le réseau, moi, je pense que c'est là qu'il prend toute son importance s'il y a effectivement une définition claire et une segmentation du rôle de l'État versus le rôle de l'employeur. Si on passe à l'acétate suivant, j'ai lu avec grand intérêt le rapport du Réseau québécois des médecins pour la décentralisation du système de santé. Je n'expliquerai pas ceci en détail, mais ce qui est important, à gauche, que vous voyez des citations du rapport ou du plan du rapport Dubé, c'est que le plan de décentralisation, parce que quand on dit le réseau va maintenant être fournisseur, il faut vraiment lui donner les moyens de faire sa job et de ramener les opérations du réseau vers les régions. Ça, c'est le rapport qui le dit. D'assurer un plus large degré d'autonomie et des moyens nécessaires pour assumer leurs responsabilités. Ça, c'est important. Et finalement, l'intention du ministre Dubé, ça serait de simplifier
la gestion, toute cette espèce de gouvernance-là. Donc, ça aussi, si ça ne se limite pas à être des bonnes intentions, si ce n'est pas du marketing pour aller chercher des gens qui sont vraiment tannés du système de santé là, et de son inefficience, ça serait très bon. Et appliquer, par exemple, à la gouvernance décentralisée des centres hospitaliers, ça donnerait ce que monsieur tantôt a expliqué, donc de ramener dans les établissements. Puis quand on dit établissement, il faut faire attention parce que je ne suis pas certaine que dans la tête du ministre et du ministère, un établissement, c'est encore les CIUS et les CIUS, là, les fonctionnaires à haut niveau et tout ça, là où ils ont ramené ça à un haut niveau. Dans la tête, je présume, puis on le saura plus en détail tantôt par d'autres intervenants, mais dans la tête du réseau pour la décentralisation, moi, ce que je comprends, c'est que ces gens-là qui ont été délocalisés à un niveau supérieur seraient ramenés sur le plancher. Et ça serait très, très bien. Ça serait très, très bien parce que ce n'est que comme ça que, dans le fond, la réalité, la gouvernance de proximité, la réalité du plancher, la stabilité aussi du personnel, les environnements de travail pourraient être beaucoup plus stimulants, etc. Donc, encore une très bonne idée à la condition que ça se réalise et que la notion d'établissement soit vraiment délocalisée, soit relocalisée dans le fond vers les centres opérationnels. Autre truc, qui est une très, très bonne idée, c'est le financement par épisode de soins. Aujourd'hui, on a un financement par base historique, qu'on dit là, et l'intention du projet de M. Dubé, ce serait de passer à un financement axé sur le patient. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans des termes un peu popularisés, disons, on parle que le budget va suivre le patient, c'est-à-dire que quand on voit un patient, on ne le voit plus comme un centre de coût, on le voit comme une source de revenus. C'est très bien. C'est très, très bien. Ça peut introduire une certaine forme de concurrence. Ça peut vraiment forcer, entre guillemets, ou stimuler les établissements d'avoir des modes de gouvernance qui soient plus efficaces, parce que s'ils font plus de trucs, ils vont être évidemment financés davantage. Là où j'en ai, c'est que ça ne sera pas suffisant. Puis pourquoi ça ne sera pas suffisant? C'est parce qu'aujourd'hui, le régime n'arrive déjà pas à assurer la couverture du panier de services. Il y a aujourd'hui un immense rattrapage à faire. Puis là, oubliez que c'est de la faute de la pandémie. Là. Il y en avait 100 000 en attente de chirurgie avant la pandémie, ce qui est un non-sens. Parce que aussi, il y a encore trop de Québécois qui n'ont pas accès aux soins et services sociaux en temps. Parce que si on se fie sur le transfert des sommes du fédéral, on risque d'être très imprudent parce que l'heure où on va venir voir arriver des sommes sans condition, puis on anticipe la bagarre de les champs de perte de juridiction et tout. Puis parce que, surtout, les budgets du Fonds consolidé en santé ne sont pas illimités. Donc, ce n'est pas parce qu'on va changer la façon de financer, mettons, les hôpitaux, mettons que je circonscris le discours là-dessus, que ça va changer grand-chose parce qu'il va venir un temps dans l'année où il n'y en a plus de budget. Et donc, il faut trouver d'autres sources de financement. Il faut vraiment que la réforme et la refondation du système de santé permettent ce genre de trucs. Donc, ça, c'est à réfléchir. Autre chose, et ça nous amène à nous questionner, prochaine étape, s'il vous plaît, sur la faisabilité du plan Dubé. Avons-nous, on parle de 5 ans, là. On parle d'une liste de prérequis orchestrée par des hauts fonctionnaires du ministère de la Santé. Tout ça, tout ce que vous voyez ici, là, une capacité, c'est tout bon, là. C'est tout très, très bon, là. Mais est-ce qu'on peut compter sur le ministère, avec l'historique que l'on connaît, d'arriver à répondre, à implanter des conditions de succès comme ça? Donc, pour les nommer vite, on veut plus de personnel soignant, on en veut même plus
que ce qui est requis parce qu'une capacité excédentaire, ça permet une meilleure gouvernance. Très bon. Valoriser la médecine familiale, ça a l'air que les Québécois sont prêts à payer davantage pour ça parce que quand on dit valoriser, on parle de cash, on parle d'augmenter les salaires ou la rémunération. Décloisonner les champs d'exercice pour les infirmières praticiennes, les pharmaciens. Pourquoi ça ne se fait pas aujourd'hui? Cherchez-moi, ça fait des années et des années que ça, c'est vraiment requis, réclamé et tout. Meilleurs outils de gestion dans l'organisation du travail, cherchez-moi pourquoi on n'a pas ça. Je sais que dans certains hôpitaux, ça existe, ça va très bien, les milieux anglophones tout particulièrement. Pourquoi on rush sa vie dans les hôpitaux francophones? Je ne sais pas, mais il semblerait que ce soit lié à la rigidité des conventions collectives et une culture toute particulière d'organisation du travail dans les milieux francophones, ce qui est un non-sens. Un système de gestion intégré des ressources. Vous savez, les systèmes de gestion intégrés des ressources, l'expérience qu'on a d'un ministère qui veut faire ça, ça coûte cher, ça finit plus, ça le prend, c'est sûr que ça le prend. Et des outils de mesure de rendement, parce que, ben oui, si on veut comparer, en fait, si on veut créer une certaine concurrence, ça prend ça. On aurait un grand rattrapage à faire en matière de technologie d'information, souvenons-nous des épisodes de fax. Un rôle accru du privé et du communautaire, puis là, on va espérer que les dissensions idéologiques vont se calmer. Ça prend une première ligne efficiente si les hôpitaux sont pas... Bref, un paquet d'affaires. Puis là, on regarde cette liste-là, puis on se dit, mais il a fait quoi? Il a fait quoi, le grand gestionnaire de la santé depuis des décennies? Puis, plus que ça, une question peut-être un peu plus pertinente. Monsieur Legault, quand il est arrivé en 2018, il s'apprêtait à faire quoi? Parce que, regardez le côté droit de l'acétate, là, et tout ça, là, avant la pandémie, il y avait entre 50 et 70 % des patients qui se présentent à l'urgence, alors qu'ils auraient pu être desservis par la première ligne. Avant la pandémie, là, ce que je vous dis là. Il y a maintenant 159 000 patients en attente de chirurgie. Avant la pandémie, c'était 100 000. Il y a plusieurs lits et des étages dans les hôpitaux qui sont pris ou qui sont utilisés, disons, par des patients en attente d'hébergement. Ça, c'était avant la pandémie, M. Legault. Là. Avant tout ça, là, avant la pandémie, il y avait ces problèmes-là. Il manquerait, selon la FMOQ, 1000 médecins. Je crois, quand on compare les ratios avec d'autres pays, le nombre de médecins par 1000 habitants, c'est assez honteux. Et puis, est-ce qu'on est trop chiche? Est-ce qu'on ne met pas assez d'argent? Non, parce qu'en fin de compte, on est le 2e sur 28 pour ce qui est de la dépense en pourcentage du PIB. Fait que la faisabilité du plan Dubé, avec tout ça, je veux dire, on peut juste se poser des questions. D'ailleurs, il y a un sondage récent qui disait qu'il y a 39 % des gens qui croient que M. Dubé va réussir, mais il y en a 32 qui disent que non. Donc, il y a quand même un bon niveau de scepticisme. Autre acétate, s'il vous plaît. Donc, le changement de culture qui est requis, puis qui fait en sorte qu'on n'aboutit jamais, est-ce que c'est possible? Est-ce que l'État va être capable de cesser sa micro-gestion? Le comment, d'avoir les mains partout, de décider dans les moindres détails comment vont se faire les choses, pour se concentrer sur le quoi. Puis il définit très bien son rôle dans le rapport. Le financement, les mesures de performance, la qualité des soins, ça va être contre nature pour le ministère de la Santé et Sécurité, le ministère de la Santé et des Services sociaux. Ça va être contre nature de faire ça. Il faut le réaliser, ça. Parce que s'il y a une lutte à faire, elle va être là. Une décentralisation, puis cette semaine, c'est ça, je voyais encore un article, Crime, que je ne comprends pas parce que je me dis, OK, il veut décentraliser, mais guess what? Toute l'organisation du travail, les congés, tout ça, ça va être décidé par le Conseil du Trésor. Cherchez-moi. Comment comprendre qu'une décentralisation peut se faire, qu'on peut donner les outils à un centre de proximité,
alors que tout va se gérer ou se décider dans des bureaux du Conseil du Trésor en négociation avec les grands groupes d'intérêt. Moi, si j'étais entrepreneur, jamais j'accepterais ça. Je voudrais vraiment avoir le pouvoir décisionnel. Puis avoir le pouvoir décisionnel, c'est de pouvoir, puis surtout en matière d'organisation du travail, c'est du monde qui soigne du monde. Puis tu vas me dire que dans ton bureau de la négociation du Conseil du Trésor, tu vas gérer ça avec des conventions collectives, ça dépend. Et bonne chance, bonne chance. Le système de santé, il va-tu continuer en ce sens-là d'être pris en otage par les groupes d'intérêt? Tout ça, c'est notre culture, là. Tout ce que je décris là, c'est ce qui fait qu'il n'y a rien qui change. Existe-t-il encore des énergies vives dans les établissements locaux? Bien, moi, je réponds oui à ça. Parce que si vous êtes un paquet d'associations de patients, un paquet d'associations d'usagers, un paquet d'associations j'oublie le nom, mais c'est qu'il y a une volonté. C'est qu'il y a encore, c'est surprenant qu'il y a encore des énergies vives pour s'indigner un peu puis vouloir reprendre en main leur destinée, là. Quelle place on va faire aux initiatives, justement, des comités de patients puis à la gouvernance locale? Sommes-nous capables d'aller au-delà des chimères idéologiques? J'entends déjà les élites médiatiques faire des batailles sur le privé, tout ça, puis qu'est-ce qui est le privé, puis c'est dangereux parce que le monde... OK, mais ce que tu as fait, toi, ce que vous avez promu dans les 40 dernières années, il n'y en a pas de résultat. Si ça marchait, on le saurait. Donc, soyez ouverts un peu. Et puis, il y a le phénomène de l'omerta. Ceux qui travaillent dans le milieu le savent, là. Ils vivent quasiment dans la terrasse. Ce monde-là, je n'exagère même pas, là. Ils sont à peine capables d'exprimer des trucs pour améliorer. Ils se sentent coincés, d'autant plus que tout a été ramené à des niveaux supérieurs. Donc, voilà. Maintenant, à force Une petite minute, Mme Marcotte, encore? Combien? Une seule petite minute encore. Ah, OK, j'y vais vite. L'autre, il en reste juste 2. Donc, je propose un plan révisé, un plan révisé du plan du B. Là, si on peut aller à l'autre acétate, ça va bien aller. Avons-nous le temps d'attendre après les hauts fonctionnaires? Moi, je dis non. Si on voulait, par exemple, obséder sur quelque chose, ça serait sur les résultats. Donc, ce que je recommanderais dans un vrai plan, c'est d'implanter immédiatement la décentralisation qui est proposée par le réseau, garantir un accès à un professionnel de santé de la première ligne. Il semblerait que les Québécois sont prêts à ça et de faire une croix sur la nécessité absolue de rencontrer un médecin, augmenter le nombre de médecins, ajouter à l'offre de services. Ajouter à l'offre de service, ajouter à l'offre de service, ajouter à l'offre. Ça devrait être vraiment une obsession parce que l'offre de service, c'est les résultats qu'on va pouvoir mesurer. Optimiser les infrastructures publiques et encourager l'ajout d'infrastructures à gouvernance privée, plus spécialisée, encourager ça. Ça a démontré leur efficacité. Donc, il faut ouvrir et non pas fermer, il faut permettre et non pas d'interdire. Et pour faire ça, il y a le décloisonnement des professions qui est nécessaire et la mixité de la pratique. En conclusion, la dernière acétate, s'il vous plaît, les nouvelles fondations du système de santé, ma version à moi, révisée, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est, oui, le repositionnement du rôle de l'État, oui, une décentralisation réelle avec des budgets et des pouvoirs décisionnels vers les opérateurs locaux, une conception plus ouverte du réseau, tout secteur confondu, un décloisonnement des champs de pratique des professionnels que vous voyez là, absolument permettre la mixité de la pratique médicale, financement par épisode de soins, mais auquel on pourrait même ajouter une contribution privée au choix du patient. Puis pourquoi? Bien, parce que les budgets ne sont pas illimités. Puis pourquoi pas, tiens, un crédit d'impôt au patient qui a dû recourir à un financement privé? Pourquoi pas un hôpital à gouvernance privée? Pourquoi pas? Et dans le dessin de tantôt, au niveau de la décentralisation, effectivement, il manquait la boîte des usagers, des patients et tout ça. Fait que voilà, obséder sur les résultats,
obséder sur l'ajout de l'offre et recadrer le rôle de l'État à sa place. Merci, voilà. beaucoup. Merci beaucoup, Mme Marcotte. Je pense qu'il va y avoir pas mal de questions à la fin. Alors, donc, écoutez, on va passer au docteur Ruth van der Stelt. Vous allez me permettre de repartager l'écran d'une autre façon. Oups, attendez, ce ne sera pas très compliqué. Oups, oui, bon. La technique, des fois, ne fonctionne pas toujours. Voilà. Alors, donc, on y va avec le partage. Est-ce que le partage d'écran fonctionne? Non, il ne fonctionne pas. Bon, alors... Je vais commencer à me présenter, Michel. Oui, juste à ça. Oui, pas de problème. Alors, je m'appelle Ruth van der Stelt. Je suis au CLSC de Crillon, dans le Pontiac. Je suis dans mon bureau actuellement. Ça me fait un grand plaisir de vous parler. Moi, je suis dans le réseau depuis 28 ans et puis je fais de l'urgence, je fais de l'hospitalisation et je fais de la prise en charge. D'abord, j'étais en privé, ensuite au CLSC. Je fais aussi des soins à domicile. Et je fais aussi du médico-administratif depuis le début de ma carrière. J'étais présidente de l'Association médicale du Québec il y a plusieurs années. On va juste aller au début. Au début, c'est parfait. Alors, ça me fait un grand plaisir d'être secrétaire, en fait, du conseil d'administration du RQMDSS et de participer là, avec nos partenaires à l'Alliance des patients pour la santé et le regroupement provincial des comités des usagers. C'est un mariage tout à fait naturel entre les médecins et les patients. Donc, on se sent très, très à l'aise de se parler là, au sein de ce webinaire. J'ai été très inspirée par la présentation de Mme Marcotte. Je vous remercie beaucoup, Mme Marcotte. De bonnes idées, ça brasse la soupe et je pense qu'on a besoin de beaucoup de renouveau. Je voulais juste vous dire, enlevez pas mon fax parce que j'en suis entièrement dépendante. Alors, le réseau ne peut pas fonctionner sans fax, c'est une réalité. Alors, prochaine diapo, M. Bissonnette, s'il vous plaît. Donc, la gouvernance en santé, puis c'est ce qu'on a remarqué en préparant le webinaire, c'est que la gouvernance en santé, c'est vraiment une préoccupation partagée. Là, c'est ça qui nous réunit et c'est quelque chose à prendre au sérieux et vraiment à mettre à l'ordre du jour. C'est pas juste d'avoir un plan d'un côté, là, c'est vraiment c'est de se mettre ensemble, toute la gang, surtout les patients, là, et convenir d'une façon que nous, on va gérer la santé, tout le monde ensemble. Alors, tout le monde veut un système de proximité. On l'entend de partout dans la province. On veut que ce soit à l'échelle humaine. On veut aussi que ce soit pérenne, qu'on soit capable de se payer qu'est-ce qu'on ne parle pas dans la tarte aux pommes, mais qu'on dit on veut un système qui soit pérenne. Alors, ensuite, M. Bissonnette, donc, le RQMDSS, je suis sûre, c'est ma prochaine diapo. Je voulais dire que c'est né, en fait, en pleine pandémie et c'est presque en raison de la pandémie, notre conseil d'administration a pu se mettre ensemble sur Zoom. Et puis, c'est comme ça qu'on fait nos rencontres. On ne s'est jamais rencontrés, en fait. Alors, c'est la pandémie, heureusement, qui nous a permis de mettre cette machine ensemble. On provient de partout dans la province. Nous sommes des bénévoles, on n'est pas du tout partisans, on n'est pas corporatistes d'aucune façon. On est un mélange à peu près 50-50 d'omnipraticiens et spécialistes et on est enregistré comme lobbyiste. On est engagé avec plein de partenaires à travers l'échiquier de la santé. S'il y a des participants aujourd'hui qui veulent parler avec nous, comment on peut améliorer le milieu de la santé ensemble, là, on serait ravis de vous rencontrer. On est un interlocuteur auprès du ministère. On a une autre rencontre qui s'en vient avec le ministre et avec Mme Savoie aussi, la sous-ministre. Alors, on est pleinement engagés. Nos revendications initiales, c'est sûr que c'était en milieu hospitalier parce que, surtout en pandémie, c'était tellement évident qu'on avait besoin d'une gouvernance locale. Puis, il y a eu un développement naturel là, vers la première ligne dans toute notre pensée.
Alors, une collaboration absolument croissante avec la population de toute nature dans un mariage naturel, puis entre autres dans les comités là, de vigie avec les municipalités, etc. On trouve ça intéressant que tout le monde s'implique dans l'amélioration de notre système de santé. Alors, on prendrait la prochaine diapo. Alors, je suis sûre que c'est sur de la qualité parce que je me suis préparée. Oui, allez-y. Oh non, c'est pas ça. Alors, on salue quand même les signaux récents. Les signaux récents dans ce plan-là du ministère. Au niveau de la gouvernance, on était très soulagés quand même de voir dans ce document-là qu'il y a un aveu qu'il y a des défis importants en gouvernance, que ce n'est pas juste une question d'argent, que le MES, le ministère est trop engagé dans la gestion courante. On était encouragés par ces choses-là. On est aussi encouragés par tout le discours autour de la participation citoyenne. On voit ça d'un très bon œil, qu'il faut travailler de concert avec les différents partenaires, les organismes communautaires. Moi, dans mon cas, je travaille dans un petit village. J'adorerais pouvoir collaborer avec nous, on a une maison de la famille ici, pas loin. Là, on vend de toutes sortes de choses pas chères dans une communauté très appauvrie. Moi, j'aimerais vraiment pouvoir travailler avec eux autres dans le quotidien, vraiment, pour établir comme un petit réseau de santé dans mon village. Là, ici, là, ce serait absolument fantastique. Je ne peux pas faire ça sans la participation citoyenne. Les structures sont trop lourdes. Il faudrait qu'un organisme communautaire qui est à 2 portes de chez nous monte d'à peu près 9 ou 10 probablement niveaux là, dans mon 6 pour redescendre vers moi, là, éventuellement peut-être dans quelques années, pour parler d'un patient peut-être qui ne prend plus ses médicaments, qui aboutit à la maison de la famille, qui est dans un état psychotique ou en perte pondérale, etc. Moi, j'aimerais ça pouvoir m'établir avec eux. Donc, établir avec eux une façon de voir les patients qu'eux autres, ils pourraient relever, là, qui sont en difficulté et qui, sinon, là, aboutissent dans les salles d'urgence. Alors, dans le plan là, du ministère, c'est encourageant de voir qu'on veut de la participation citoyenne. Alors, je pense que ça va beaucoup aider. La décentralisation, c'est sûr qu'on était très heureux de voir que le gouvernement va procéder à une vaste décentralisation. Ce que nous retenons du plan, c'est ces choses-là. Donc, juste oui, c'est parfait. Donc, ce qu'on retient, c'est que le ministre compte recadrer la mission sur les orientations stratégiques et laisser le réseau là, faire le reste, être mieux organisé, être imputable des résultats, ce serait très intéressant. Simplifier l'organisation. Encore faut-il le faire, comme Mme Marcotte l'a si bien dit. Assurer la présence d'un cadre responsable dans les installations principales, c'est absolument fantastique. Il faudrait qu'il y en ait plus qu'un, mais quand même. Plus d'autonomie aux établissements. On est un petit CLSC chez nous, mais laissez-moi vous dire, on est capable de gérer là, la santé de notre population. Fait que établissement, il ne faut pas voir ça là, comme étant des centaines de milliers de personnes. Dans un village de 2000 personnes, on est capable aussi d'avoir un degré d'autonomie parce qu'on connaît notre monde. Alors, créer une gouvernance simplifiée, c'est parfait. Donc, c'est quand même des éléments là, qui sont intéressants qu'on a vus là. Ce serait intéressant que ce soit vraiment situé comme étant un plan avec une opérationnalisation là, concrète. Si on peut passer au prochain slide, ce serait bien, merci. Le RQMDSS, ce que je tenais à dire, c'est qu'on croit absolument encore à une qualité de soins de niveau A+. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable, les médecins, il faut bien le retenir, on n'a pas de formation pour donner une qualité de l'acte B. C'est impossible. Moi, je ne connais pas ça. Il faudrait me retourner là, sur les bancs d'école pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire auprès de mes patients pour avoir une qualité de l'acte B. C'est impossible. La seule façon de le faire pour les médecins du Québec, c'est vraiment de maintenir un système en place qui ne répond pas aux besoins des patients. Donc,
je demande un scan pour dire quelque chose ou une consultation en spécialité et le système ne le fournit pas. Bon, là, effectivement, on va tomber à une qualité B. On a mentionné tantôt la quantité de gens qui attendent une chirurgie. J'ai un patient que je peux penser actuellement, il marche actuellement avec 2 cannes, 2 attelles, il est en attente d'une chirurgie pour ses 2 genoux. Il n'a plus aucune qualité de vie, a été obligé de déménager. Là, il est sur un seul étage et puis encore là, il est incapacité complètement, il ne conduit plus et il est en attente d'une chirurgie. Bon, là, ça fait, je vous dirais peut-être une vingtaine de fois que je le vois en raison du fait qu'il n'est pas opéré. Alors là, c'est sûr que ce n'est pas une qualité A+. Puis moi, de mon côté, comme médecin, j'aurais pu voir bien d'autres patients entre-temps. Fait que là, on crée un système qui est de plus en plus lourd parce qu'on a une qualité B. Alors, nous, le RQMDSS, on veut vraiment contribuer là, à la modernisation du réseau pour le rendre plus performant là, au service des citoyens. On voit nos patients, ils souffrent. Nous aussi, on souffre. On est dans un état de déprime, Mme Marcotte l'a dit. Mais nous, au RQMDSS, on est encore là, motivés, engagés pour essayer de renverser cette tendance-là, cette tendance lourde de centralisation depuis les 20 dernières années pour ramener ça là, sur le terrain. Alors, il faut débureaucratiser. Moi, je passe environ 1 à 2 heures par soir dans mes courriels. Sinon, il faudrait que je coupe mes heures patientes durant la journée. C'est assez difficile, mais 7 à 10 heures, ce n'est pas rare là, par semaine, par-dessus les heures patientes, juste pour répondre aux courriels. Humaniser, surtout, travailler en équipe, absolument, et vraiment une culture valorisante, là, où ce que notre opinion compte et où, quand on veut là, un examen pour un patient ou une consultation, qu'on le reçoit, qu'on ait de l'aide. On ne peut pas tout savoir comme médecin de famille. On a besoin d'aide, on doit travailler en partenariat, mais ce n'est pas valorisant quand on nous dit ou qu'on est bon à rien ou qu'on n'est pas assez. Il faut toujours nous consulter sans consulter nos partenaires. C'est très difficile. Il faut innover dans chaque région selon les besoins et les défis locaux. Ça fait qu'en somme, c'est vraiment une gouvernance et des soins de proximité. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, des chantiers concrets que nous, on propose au ministère, c'est vraiment d'aider à mettre en place la gouvernance hospitalière. On a dit tantôt là, que dans chaque hôpital, il faudrait voir un DGA, un directeur général adjoint. Il y en a ces postes. Ces postes-là existent, mais ils ont tous été centralisés. Nous, on propose qu'on les décentralise. Selon notre analyse financière, ce ne serait pas un coût ajouté. En fait, c'est juste un redéploiement là, vers les installations. Un directeur des services professionnels qui soit décisionnaire, qui peut nous dire qu'on a le droit d'aider les patients de X façon. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, pour ceux qui pourraient ne pas savoir qu'est-ce que c'est, ça veille sur la qualité de l'acte. Et je vais venir à un exemple. On a vraiment besoin d'étudier la qualité de l'acte dans chaque milieu parce que chaque milieu est différent. On ne tombe pas notre gazon de la même façon sur une ferme et puis en ville. Donc, on ne peut pas bien contrôler la qualité sans étudier l'endroit où les services sont donnés. Une table des chefs locales, je vais venir avec un exemple tantôt. La participation citoyenne, c'est ça aussi avec le ministère, nous, le RQMDSS, on encourage beaucoup des comités citoyens, la participation active des organismes communautaires, les comités des usagers aussi, et une participation vraiment formalisée dans la gouvernance à travers l'échiquier de la santé. Il devrait y avoir là, des participants patients là, sur toutes les tables pour donner leur avis. En première ligne, ce qu'on voit, c'est juste revenir 2 secondes. Donc, des départements régionaux de médecine générale doivent être de plus en plus délocalisés donc, vers les tables locales de médecine générale et encourager les initiatives locales. Nous, dans le Pontiac, on avait une clinique de transition où
les patients étaient pris en charge à 95% à l'intérieur d'un an par les médecins de la place et puis sur une clinique tout à fait là, organisée, très harmonieuse. Bon, et puis ça nous a été stoppé, mais quand même, c'est une excellente initiative locale où ce que les gens passaient facilement voir un médecin, ils évitaient la salle d'urgence. Fédérer la première ligne aussi, ce serait une initiative intéressante. Je vais juste passer à ma dernière diapo pour ne pas prendre trop de temps. Et je voulais vous donner l'exemple de l'obstétrique dans le Pontiac. Ça, c'est un petit bébé qui est né chez nous juste avant la fermeture là, définitive de notre... non. Donc, le bébé. Donc, l'obstétrique à l'hôpital communautaire du Pontiac, on a eu plein, depuis la fusion des établissements, donc en 2015, on a eu plein de fermetures partielles, donc temporaires, et finalement, en février 2020, avant la pandémie, on a fermé le service d'obstétrique chez nous. Donc, c'est encore fermé, il n'y a pas d'ouverture en vue. Les patientes accouchent en Ontario ou à Gatineau. Si c'est Gatineau, ça peut être plus que 2 heures de route. Les gens, ils veulent un service d'obstétrique. Ce n'est pas qu'ils n'en veulent pas. Ce n'est pas ça qui manque, mais ce qui manque, c'est qu'il n'y a pas de gouvernance médicale locale. On a beau se parler dans les couloirs, mais dans les coulisses, on n'a pas aucune table où on peut se parler de façon officielle puis prendre des décisions. Alors, on ne peut pas non plus étudier la qualité locale parce qu'il n'y a pas de CMDP local, c'est tout par rapport à la région urbaine. Et puis, il n'y a pas de gouvernance administrative locale non plus. Donc, les cadres qui sont là ne sont pas des cadres qui peuvent prendre des décisions au niveau local. Au niveau du personnel, nos infirmières, on a beaucoup d'infirmières qui vivent, qui demeurent chez nous dans le Pontiac. C'est là où ils ont été élevés, c'est là qu'elles évoluent, mais elles travaillent beaucoup en Ontario en raison des salaires. Et avec la centralisation, c'est de plus en plus en milieu urbain. Alors, on aimerait ça recruter encore nos infirmières avec des initiatives locales, une valorisation là, de toute cette dynamique-là autour de l'obstétrique pour que nos patientes puissent accoucher chez eux. Alors, je pense que j'arrive à ma conclusion. Alors, nous, on collabore activement. Oui, on collabore activement à la mise en place de soins de proximité et une gouvernance locale, donc à travers le système. Et on trouve que la participation citoyenne est vraiment un sine qua non à la réussite de la décentralisation. Alors, merci. Merci beaucoup, Dr. Van der Stel. Évidemment, vous restez là. On aura des questions pour vous tantôt. Alors, j'arrête le partage et nous allons y aller avec notre troisième conférencière qui est Mme Caroline Senneville de la CSN, présidente de la CSN. Mme Senneville, à vous. Oui, bonjour. D'abord, vous dire que moi, je n'ai pas de présentation PowerPoint. Ce n'est pas par paresse, c'est par choix. Je préfère qu'on m'écoute qu'on me lise. Puis je trouve que c'est déjà assez difficile d'être derrière l'écran, et en plus quand on divise, alors c'est vraiment... J'ai un texte là, que j'ai fourni, je n'ai pas de problème à ce qu'on le partage, mais je voulais vraiment, c'est un choix éditorial. Puis j'ai déjà enseigné dans une autre vie, c'est peut-être ça aussi qui indique mon choix. Je suis plus, c'est ça. Voilà. Peut-être vous rappeler, parce que tout le monde connaît la CSN, mais tout le monde ne connaît pas nécessairement la CSN dans le détail. La CSN, bien évidemment, on est une centrale syndicale. On représente ceux qui sont familiers avec le fonctionnement là, du système de santé. Vous savez que le gouvernement a tout réorganisé en 4 catégories d'emploi, catégorie 1, 2, 3, 4, très poétiquement. Alors, à la CSN, on les représente tous les 4. On est la seule organisation syndicale qui représente les travailleurs et les travailleuses de chacune de ces 4 catégories-là. Ça nous fait à peu près 120 000 personnes. Mais quand on rajoute des personnes qui ne sont pas nécessairement dans le secteur public, mais qui travaillent en santé et services sociaux, je pense aux sages-femmes, je pense aux ambulanciers, je pense aux résidences, qu'elles soient privées, subventionnées ou pas subventionnées. Tous les groupes communautaires, aussi on a des groupes, par exemple, qui s'occupent des femmes victimes de violences conjugales ou qui travaillent en toxicomanie. Alors, quand on rajoute tout ça, on a non seulement une vue d'ensemble du système de la santé, mais ça fait à peu près 150 000 personnes. Je vais dire que je pense que Mme
Madame Marcotte et Madame Marcotte et le docteur Van der Selt et moi partageons quelque chose par rapport au plan de M. Dubé. Ce n'est pas vraiment un plan, mais une liste. Ce que je dirais une liste d'épicerie, je ne le sais pas, mais Mme Marcotte l'a aussi bien dit. Non seulement c'est une liste, mais c'est une liste d'éléments qui ne sont pas de même niveau et qui sont disparates. Bon, ceci étant, il y a eu tellement de rapports que c'est à peu près, c'est plus épais que les conventions collectives, les rapports qui ont été faits sur les systèmes de santé, ça fait que, puis, avec plein de recommandations qui n'avaient pas été implantées, même ne serait-ce que partiellement. Fait que je pense que c'est peut-être pas de ça dont on avait besoin maintenant. Je vous dirais que nous, outre, un peu comme tout le monde, une espèce de scepticisme général, parce que les rapports, comme je vous dis, se sont suivis, parfois ressemblés, puis pas toujours été implantés. Donc, il y a un scepticisme par rapport à ça, mais il y a quand même une ouverture d'esprit, puis de faire, on va laisser la chance au coureur, parce qu'effectivement, il y a des choses intéressantes dans cette liste-là. Vous comprendrez, je pense, qu'on était particulièrement content que M. Dubé a dit qu'il voulait devenir un employeur de qualité, parce que force est de constater qu'il ne l'est pas. Puis j'y reviendrai plus loin. Et c'est sûr qu'on est content de ça parce qu'on est un syndicat, puis il n'y a pas de honte à y avoir à être un syndicat puis représenter les gens qui travaillent. Mais il faut aussi comprendre que dans les services publics, c'est vrai en santé, c'est vrai ailleurs, mais les conditions dans lesquelles on place les personnes qui donnent des soins ou qui appuient les personnes qui donnent des soins, bien, c'est les conditions dans lesquelles les personnes reçoivent les soins. Hein, le nombre de patients dont j'ai à m'occuper, ben, c'est directement proportionnel au nombre de temps que le professionnel de la santé ou la personne qui le soutient peut passer avec vous. Le nombre de tâches administratives qu'on m'oblige à faire, ben, c'est directement ou inversement proportionnel au temps que je peux passer avec vous. Il n'y a pas grand monde qui travaille dans les services publics pour devenir riche. Les gens qui travaillent dans les services publics, qui probablement plus en santé, ont à cœur leur travail, ils veulent donner des bons services. Et ça, c'est vraiment important pour nous de pouvoir être bien pour donner des bons soins. On parle souvent d'humaniser les services. Je pense que j'ai entendu le docteur Van der Selt en parler. Bien, ça donne que les gens qui donnent des services sont eux aussi des êtres humains et que ça fait partie pour nous de l'humanisation des services, d'humaniser, si vous voulez, les conditions de travail, les relations de travail. Et une fois que quand je parle de tout ça, je vais être claire, là, tout le monde, puis là, c'est temps d'inflation, les salaires, c'est important, mais vraiment, moi, quand je parle de conditions de travail, c'est dans quelles conditions on me place, moi, quand je vais travailler matin, midi, soir, fin de semaine et jours fériés dans le système de santé pour que je puisse donner une prestation de travail qui va me satisfaire et donc satisfaire normalement la personne à qui je donne des soins. Madame Turcotte l'a mentionné, je suis très d'accord, ça va demander un énorme changement de culture et pas juste au ministère de la Santé. Parce qu'on parle de centralisation, on parle de décentralisation, on parle de décentralisation parce qu'il y a eu centralisation. On parle des CIS et des CIUS, hein, il y en a 22 au Québec. Quand on calcule les établissements qui sont plus indépendants, là, de type Sainte-Justine, qui n'ont pas nécessairement été reliés à des CIUS ou des CIUS, on est à 34 établissements de santé et de services sociaux au Québec pour une population qui s'approche du 9 millions avec un territoire immense. Quand on y pense, c'est vraiment effrayant. En tout cas, je trouve que ça image bien comme l'état de centralisation qu'a atteint notre réseau de la santé. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Là. En 2003, il y avait la réingénierie de M. Charret et d'un autre docteur, Couillard. Bien, ça a déjà été une première salve, une première étape de centralisation aussi qui a été faite. Alors, on vit centralisation par-dessus centralisation et on a vécu aussi centralisation dans un but économique. Et moi, je ne vous dirai pas est-ce que ça a réussi ou pas réussi, mais à ce moment-là, si on fait la centralisation plus pour des raisons économiques que des raisons de gouvernance, il ne faut pas s'étonner après ça qu'il y ait des ratés dans la gouvernance, mettons.
Et c'est une volonté qui se vit non seulement en santé, c'est une réalité, pardon, qui se vit non seulement en santé, mais dans l'éducation aussi. Le nombre de commissions scolaires a diminué là, de 50 à peu près. Là. Le ratio est passé de 1. On en avait 50 fois plus quand les commissions scolaires ont été fondées qu'on en a maintenant. Maintenant, on n'a même plus de commissions scolaires. On est centre de services scolaires où la population n'est pas sur les conseils d'administration. C'est que quand on parle de changement de culture, c'est un changement de culture qui est très important. En tout cas, on verra. Là, il y a la volonté de faire de la santé. Peut-être qu'ils se sont rendus compte que dans l'équilibre des choses, dans le mouvement balancier, ils sont allés trop loin, mais la bouchée va être grosse. Et cette centralisation-là aussi, effectivement, c'est une centralisation qui a mis ensemble plein de missions différentes, plein de cultures différentes, par région. Sur la Côte-Nord, l'établissement a 1400 km de côte. Je parle le long de la côte, là, de rive, là, sur le Saint-Laurent. Donc, c'est des territoires géographiques immenses. En ville, bien, ça devient des méga-établissements. Il y a les ressources humaines, des fois, ça peut toucher 10 000 personnes. Quand les gens chez nous disent on a l'impression d'être un numéro, bien, que voulez-vous? Quand mon établissement compte 6, 7, 8 000 salariés, bien, effectivement, c'est un petit peu difficile d'être autre chose que des numéros. Tout au long de ce processus de centralisation-là, la CSN, plus précisément, puis évidemment, c'est l'organisation que je connais le mieux, mais d'autres syndicats ont mis en garde la population parce qu'on disait, si vous centralisez trop, c'est les missions qui sont autres que celles que de soigner, puis souvent de soigner de façon urgente ou importante, qui vont en payer le prix. Et je vous dirais que c'est exactement ce qui est arrivé pendant la pandémie. Ce qu'on disait quand on était entendu sur le projet de loi 10, c'était de dire, par exemple, tout ce qui est soins aux aînés, ça va, que ça soit en institution ou à domicile, ça va être le parent pauvre. Dans la pandémie, il y a des gens qui sont morts dans nos CHSLD de soif. Ai-je besoin puis ce n'est pas anecdotique. Donc, ai-je besoin d'en dire plus? On est obligé de dire qu'on n'avait pas tort. On avait dit aussi tout ce qui est santé mentale, hein, parce que la santé mentale, ça ne saigne pas. On l'a vu, une recrudescence, et avec la pandémie, effectivement, les besoins, l'état de crise et d'urgence en santé mentale s'est fait sentir. Le budget qui a été le plus diminué dans la centralisation en proportion, c'est celui de la santé publique. Bon, je n'en dis pas plus. Mon temps m'est compté. Et que dire des services sociaux? Que dire des services sociaux? Que dire de la pandémie de violence conjugale? Que dire des ratés de la DPJ? Puis ratés, c'est un euphémisme parce qu'il y a eu mort. Et ça, bien, ça crée beaucoup de difficultés. Une lacune qu'il y a dans la liste de M. Dubé, c'est qu'il n'est à peu près jamais question de CLSC. Pourtant, c'est normalement vers le CLSC que devrait être le creuset de tous ces besoins-là. On met beaucoup de l'avant les groupes de médecine familiale, mais dans les GMF, le mot qu'on entend, c'est médecine. Ce n'est pas services sociaux, ce n'est pas services à domicile. Alors, c'est peut-être même pas soins palliatifs, c'est même pas bon. Alors, vous voyez, malgré tous les efforts de décentralisation, il reste, en tout cas pour nous, des questions à poser. Les difficultés, les problèmes, les défis, puis souvent, ce sont souvent sur le terrain. Hein, c'est quand il se passe quelque chose de plate, c'est dans un hôpital, c'est dans une DPJ, c'est dans bon. Et il faut que les solutions soient là aussi. Et Mme Marcotte en a parlé. Non seulement les gens sur le terrain, et là, je dirais syndiqués ou non, c'est cadre ou pas cadre, là, les gens sur le terrain on ne fait plus appel à eux pour faire partie de la solution.
Et non seulement ça, mais en plus, il y a une omerta épouvantable. C'est devenu maintenant, à chaque fois que vous lisez quelque chose sur le système de santé, c'est toujours marqué, bien, la personne ne nous a pas dit son nom parce qu'elle a peur de représailles. Puis on vit dans une société libre et démocratique, on lit ces phrases-là plusieurs fois par semaine, on entend ces phrases-là plusieurs fois par semaine à la radio et à la télévision, et on ne réagit pas. Puis je vous dirais que nous, c'était une de nos demandes à la dernière négociation de convention collective, qu'ils puissent avoir une protection des lanceurs d'alerte, et le gouvernement a toujours refusé, ne serait-ce que d'en parler. Parce qu'il met de l'avant l'obligation de loyauté envers l'employeur, qui existe, qui est réelle, qui est encadrée par la jurisprudence et qu'on ne renie pas. Mais quand on travaille dans les services publics, on disait aussi les gens, bien, ils ont la loyauté envers la population qu'ils desservent. Alors, comment faire? Et ça, je vous dirais qu'on parle souvent des conventions collectives épaisses, mais peut-être que cette petite page-là dans la convention collective aurait été intéressante. Donc, il faut absolument, j'étais tellement contente d'entendre le docteur Van der Selt quand elle parlait de « moi, j'aimerais ça parler à la maison de la famille de l'autre côté de la rue ». Il faut absolument que les populations, les groupes communautaires, les groupes de patients, au même titre que les personnes qui sont sur le terrain comme salariés, puissent participer à trouver des solutions et à des solutions adaptées à la mission, à la région, à la culture de l'établissement. Donc, il faut vraiment que... Et on croit aussi qu'il faut voir, si on décentralise, il va falloir que les cadres qui soient là aient du pouvoir, puis qu'ils puissent parler à la partie syndicale et qu'ensemble, quand ils trouvent des solutions, ça puisse aussi être mis en place, ces solutions-là. Ça, il faut vraiment... Et que les budgets soient dédiés. Ça aussi, c'est des choses qui sont importantes parce que si tu n'as pas les budgets qui suivent pour faire les trucs, ben, tu n'es pas capable de... disons que tu es plus limité dans les idées que tu peux mettre de l'avant. Je vous dirais que par rapport à la négociation, le Conseil du Trésor, et je vous dirais que c'est un problème qu'on vit. Le Conseil du Trésor, quand il négocie avec nous, la seule chose qui l'intéresse, c'est combien ça coûte. Puis, quand c'est quelque chose qui ne coûte rien, puis je vous donnais l'exemple de la clause de protection des lanceurs d'alerte, quand ça ne lui coûte rien ou que ça n'a pas d'impact, il ne veut pas m'entendre parler. Pour lui, c'est une perte de temps. Donc, on n'est pas, quand on essaie, parce que pour nous, en tout cas, c'est une des visions qu'on a de la négociation. Quand on se présente en négociation, bien sûr, c'est pour améliorer les conditions de vie des gens qu'on représente, mais c'est pour régler les problèmes. Quand on arrive, quand on monte nos demandes, quand on consulte nos assemblées générales en disant « Hey, gang, on s'en va en négociation, qu'est-ce que vous voulez qu'on demande? » Bien, ils lèvent la main et ils disent « On a vécu tel problème, on aimerait ça pouvoir le régler. » Et ça, ce n'est pas le Conseil du Trésor qui gère ça. Ça, parce qu'on a deux tables de négociation. On a une table de négociation avec le Conseil du Trésor pour ce qui est des valeurs, tout ce qui touche les monétaires, et tout ce qui touche l'organisation du travail, on les négocie avec des représentants des directions locales. Bien, locales. Avec le mot que ça veut dire, là, présentement, dans un système hyper centralisé comme le nôtre. Alors, nous, si on décide que c'est 3 semaines de vacances pour tout, tu sais, qu'on a le droit à la 3e semaine de vacances après 1 an au lieu de 2, là, parce que c'est 2 dans le... Puis ça, il faut demander ça au Conseil du Trésor parce que ça a des coûts. Après ça, est-ce qu'on est tous obligés de les prendre l'été? Bien, ce n'est pas le Conseil du Trésor qui va décider ça. Ça peut être décidé localement à partir du moment où ça se discute avec nous, parce que ce sont nos vacances. Alors, ce n'est pas les syndicats qui... ça peut l'air compliqué, là, mais on a toute l'idée de ce qu'un syndicat fait. Puis moi, ma propre mère, je suis présidente de la CSN, ça fait 30 ans que je milite. Ma mère n'a pas toujours une idée, même juste de ce que je fais dans la vie, mais je voulais aussi placer ça parce qu'on négocie jamais tout seul, on négocie avec un vis-à-vis. Mais nous, pouvoir parler concrètement de nos conditions de travail, là où ça se passe, on va répondre présent. Je peux vous garantir ça parce que c'est Mme le docteur Van der Selt qui l'a dit. Il faut que la bonne gouvernance soit une préoccupation partagée.
je dirais plus qu'une préoccupation partagée, une responsabilité partagée. Et les gens que je représente se sentent responsables et ils veulent vraiment pouvoir participer à tous les niveaux, localement, nationalement, notamment quand il y a des négociations, mais on est en lien ouvert. Et ça, bien, la CSN, on se place dans le dialogue social. Dans la société, il y a le gouvernement, il y a les entreprises, il y a les syndicats, il y a le communautaire, il y a la population. Il faut que pour bien gouverner, pour le bien commun, il faut qu'on soit en dialogue constant, respectueux, innovateur, tout le temps. Et ça, je vous le dis, moi-même comme personne et les gens que je représente à tous les niveaux, du plus petit CLSC jusqu'au plus gros hôpital, vont répondre présent. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Senneville. Merci beaucoup à nos 3 panélistes, conférencières. Écoutez, il y a beaucoup de questions des participants. On va y aller plus court pour la première période de questions, qui est celle de nos organismes partenaires. Peut-être qu'on pourrait y aller d'abord avec M. Hamel. Et puis, je vous signale pour les participants qui assistent au webinaire qu'il y a beaucoup de questions qui vont être aussi posées par nos conférenciers. Vous allez voir, ça se recoupe. Alors, M. Hamel, à vous. Ouais, j'aurais une question pour Mme Marcotte. Selon vous, là, comment ça se fait? Non, je m'excuse, j'ai pris la mauvaise question. Ça ne sera pas long, je reviens. Selon vous, quel effet aura le virage vers une plus grande utilisation du privé sur le financement public, mais surtout sur le portefeuille des usagers? Et vous parliez tantôt que l'argent devrait suivre le patient, ce qui est, selon moi, fait en France et qui n'est pas toujours évident non plus. Je vais mettre mon micro. L'expression « l'argent suit le patient », ça n'affecte en rien le portefeuille du patient comme tel, parce que ce que ça veut dire, c'est que le ministère, au lieu de donner des enveloppes sur une base historique aux établissements, il dit quand un patient va se présenter chez vous avec sa carte Soleil, pas avec sa carte crédit, là, il va être financé pour l'épisode de soins que vous allez lui donner. Donc, que ce soit je veux dire, ça n'exige rien, autrement dit, de la part du patient, du Québécois qui paye ses impôts et ses taxes. Parce que tout ce qui est offert par le système public, si vous voulez, tout ce qui est financé par le Fonds consolidé, ben, c'est gratuit, en fait, là, pour le patient. Donc, ça ne change rien pour ça. Mon problème, puis ce que je voulais soulever, c'était que vient un temps où ce budget-là est plafonné. Vient un temps où ce budget-là n'est pas, il n'est pas illimité. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Quant à faire, pourquoi ne pas permettre qu'il y ait des cliniques médicales spécialisées, par exemple, dans le temps de Couillard, ça, il y en a encore, ça existe encore. Hein? Je ne propose rien de nouveau là. Puis qui permettent aux gens, dans le fond, qui auraient les moyens de payer une chirurgie du genou, de le payer, puis de l'avoir, puis de retourner au travail, puis d'être productif, etc. Fait que ça ne change rien pour les patients qui veulent utiliser leur carte Soleil. De là ma question, entre une vision à court terme et une vision à long terme. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'à court terme, il y a sûrement une façon de faire que le gouvernement va pouvoir rembourser, mais à long terme, il y a un plafond au niveau du financement. Et à ce moment-là, c'est les personnes qui ont l'argent vont pouvoir payer pour leurs soins. Par contre, tous ceux qui sont vulnérables, ben, eux, ils vont avoir des difficultés.
Ben non, ils vont pouvoir accéder plus rapidement aux services publics, puisqu'il y en a qui vont. Tu sais, faut voir ça, faut permettre. C'est ça qui est le problème, c'est que pour des considérations idéologiques, on s'empêche de permettre d'offrir une liberté de choix au patient qui veut bien payer son truc, donner la place dans le privé, dans le public, à l'autre, à celui qui attend. Là. Celui qui attend, il va peut-être avoir plus de chances d'être opéré parce que l'autre, il n'est pas dans sa liste d'attente à lui, comprenez-vous? Fait que c'est de multiplier les façons d'offrir un service. Ça pourrait même être un financement mixte, pourquoi pas? Ça existe, ça. Dans les CHSLD, par exemple, c'est un financement mixte. Il y a une partie qui est payée par le gouvernement, puis il y a une partie qui est payée par l'usager. C'est donc les formules. OK. Merci, Mme Marcotte. Je veux juste pour y revenir, mais est-ce que nos autres conférencières auraient quelque chose à dire là-dessus? Oui, moi. Plein de choses à dire par rapport à ça. Moi, je pense que le soin des personnes et la recherche de profit, c'est quelque chose qui ne va pas ensemble. Le principal problème qu'on a en tout cas, peut-être pas le principal, mais dans le top 3, c'est le manque de personnes. Ça fait que le manque de personnel. Puis ça va du médecin spécialiste à quelqu'un qui l'entretien affecté, vous ne serez pas plus opéré que si le médecin spécialiste n'est pas disponible. Personne ne veut être opéré dans une salle qui n'a pas été scrupuleusement stérilisée. Donc, cette personne-là, il y a 24 heures dans une journée. Elle ne peut pas travailler au public et au privé en même temps. On va se le dire, il n'y en aura pas d'hôpital privé à la salle, à la SAR, puis à Havre-Saint-Pierre. Parce que ce n'est pas payant. On va se le dire, ils ne s'occuperont pas des gens qui sont vulnérables. Moi, on parle de la France, là, ça donne bien la moitié de ma famille y vit. Une des difficultés qu'ils ont eues pendant la pandémie, c'est d'obliger les hôpitaux privés à accepter des patients COVID. Parce que pendant la COVID, ils s'en sont lavés les mains, ils étaient privés et ça ne fonctionne pas. Je vous dirais aussi que on a un système comme ça dans les CPE. Qu'est-ce qui sort des CPE quand on analyse la qualité des services? C'est toujours la même affaire. Meilleure qualité, CPE. Après ça, CPE subventionné. Après ça, c'est-à-dire service de garde subventionné, parce que ce n'est pas des CPE. Troisièmement, service de garde non subventionné en termes de qualité de main-d'œuvre, qualité de service, qualité des services. Ça fait que moi, je veux bien, les cliniques qui sont là, elles existent. Elles peuvent donner un coup de main parce que là, on a vraiment du délestage à faire. Mais il faut faire attention. Et nos ressources ne sont peut-être pas illimitées. Puis quand vous disiez, on est deuxième sur l'OCDE, là, on est, à part les États-Unis, le Canada est le seul pays de l'OCDE où il n'y a pas un régime national d'assurance médicaments. Et pourquoi ça nous coûte énormément cher en médicaments? Parce qu'on n'a pas de système public. Puis, les compagnies d'assurance ne sont pas capables de négocier avec les pharmaceutiques, ce que les gouvernements sont capables de faire. Donc, voilà, j'ai essayé de faire ça vite, là, mais c'est toutes les raisons qui font que, voilà, attention au privé en santé. Merci. Je pense que la question ça va revenir. De toute façon, c'est une question qui interpelle beaucoup de nos participants. Je dirais peut-être, parce que le temps presse, je vous annonce tout de suite qu'on devait finir à 1h30. On va aller jusqu'à 45. Si vous êtes d'accord avec ça, permettre aux gens de poser des questions. C'est moi qui n'ai pas trop restreint vos temps de parole. Alors, M. Di Giovanni, vous aviez, je pense, une question à poser à nos conférencières. Moi, j'aurais, dans toute cette réflexion de décentralisation au profit de la gouvernance de proximité, j'ai 3 questions, puis je vais les poser en rafale, puis je vais laisser aux panélistes de répondre en fonction de leur vision. Premièrement, dans toute cette réflexion-là de décentralisation, là, quelles seraient les fonctions, le rôle et la structure du M3S dans toutes les réformes qu'on a vécues, là, on peut remonter ça même avant Couillard, ainsi de suite. On n'a jamais vraiment questionné la gouvernance par rapport à la structure du M3S. Puis je vous rappelle que
le régime d'assurance maladie, c'est une assurance collective que la population du Québec s'est donnée pour et a mandaté le gouvernement du Québec de gérer ça. Donc, qui fonctionne le rôle, structure du M3S. Deuxième question, est-ce que vous croyez qu'il y a une véritable volonté politique et administrative, puis ça c'est important, administratif, de redonner le pouvoir au niveau local, tant le pouvoir décisionnel que le pouvoir opérationnel? Je suis convaincu de ça encore, moi, personnellement. Troisièmement, ça va demander beaucoup de confronter beaucoup de défis et prendre beaucoup de décisions. Dans ce cadre-là, doit-on penser à l'extérieur de la boîte? On est habitué là, à fonctionner là, dans un système traditionnel, gouvernance du secteur public, gouvernance du gouvernement. Est-ce qu'on doit plutôt aller vers une gouvernance de responsabilité partagée entre la société civile et le secteur public? Si on regarde ce qui s'est passé avec la pandémie, la santé publique actuellement, c'est une santé publique gouvernée par le secteur public. Il n'y a jamais eu une approche populationnelle telle que définie par l'OMS. Donc, là, doit-on passer à l'extérieur de la boîte pour atteindre vraiment nos objectifs de décentralisation? Merci, Jérôme. Je demanderais peut-être aux trois conférencières d'y aller, mais peut-être très court, là, genre une minute à peu près chacune, si c'est faisable, ou une ou deux. C'est assez large. Alors, qui commence? Peut-être Dr. Van der Stel? Jérôme, en fait, il y avait plusieurs questions, toutes dans une. Est-ce que c'est possible de changer la gouvernance au niveau du ministère? Peut-être que le ministère devrait décentraliser, justement, là, parce que si tu me donnes là, 2-3 personnes du ministère, là, ils pourraient juste venir là, entériner qu'est-ce qu'on va lui expliquer. Là. Mettons, là, moi, je me mets pour répondre à la question, je suis très terrain, fait que je donne une réponse terrain. Donc, donnez-nous un représentant du ministère là, dans le Pontiac, là, on va y expliquer qu'est-ce que je veux faire, que je veux voir les patients, puis que je ne veux pas qu'ils retombent à sa d'urgence parce que là, il va être hospitalisé. Puis, je vais lui proposer ça, puis il me semble qu'il va être d'accord. Fait que, tu sais, c'est sûr que si le ministère est tellement centralisé qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe sur le terrain, bien, ils sont de plus en plus nombreux juste pour essayer de comprendre. Mais s'ils décentralisent, ils vont mieux comprendre aussi, là. Moi c'est la réponse terrain que je donnerais, fait c'est tout à fait possible. Ce n'est pas en engageant plus d'administrateurs, c'est vraiment c'est d'engager plus de monde terrain qui comprennent et qui rencontrent les besoins. Là, on fait de la prévention. Les organismes communautaires, il ne faut surtout pas sous-estimer. Fait que c'est en impliquant vraiment les gens sur le terrain, on est capable de mieux faire et on expliquera au ministère. Et si on fait on dévie par rapport à la mission du ministère, bien, il nous corrigera, mais il ne faut pas que ce soit top-down. Là. On a vu l'impact du top-down durant la pandémie. Il n'y a plus personne qui dit un mot, il n'y a plus personne on ne lève pas le petit doigt parce qu'on se fait taper dessus. Le top-down, il faut que ça finisse, il faut que le ministère vienne voir ce qui se passe sur le terrain. Merci. On va y aller. Peut-être, est-ce que quelqu'un d'autre veut, est-ce que Mme Marcotte ou Mme Sylvelle veulent ajouter quelque chose? Très brièvement, s'il vous plaît. Pardon? Très brièvement. Oui, très brièvement. La question 1, quel est le rôle de la structure du ministère? C'est défini dans le plan du B. Définir les grandes orientations, fixer des objectifs de rendement, suivre les résultats, assurer un contrôle de qualité. Ça, c'est ça. Donc, enlève toutes les boîtes enlève toutes les boîtes du ministère de la Santé et qui mettent la main dans la micro-gestion de l'opérationnel, puis vous l'avez, votre structure. L'autre affaire, est-ce qu'il y a une véritable volonté politique administrative de décentraliser? Moi, je suis sceptique. Je vais vous répondre franchement, je n'y crois pas. OK? Ça va prendre vraiment des ouvriers, une Christie de volonté de la part de la population, puis des artisans du milieu de la santé pour faire bouger ce colosse-là, vraiment. Mais tout est possible. Est-ce que les décisions, est-ce qu'on peut penser à l'extérieur de la boîte? Pas besoin d'aller loin. On a juste à imiter ce qui se fait ailleurs. Ce qui se fait ailleurs, puis là, je ne parle pas des États-Unis, ce qui se fait ailleurs, des systèmes universels
européens qui fonctionnent très bien, qui ont l'attente, ils ne connaissent pas ça, l'attente. Imaginez-vous, ils ne connaissent pas ça. Donc, oui, c'est faut passer à l'extérieur de la boîte. L'extérieur de la boîte, et toi, notre voisin du Sud, est en Europe. Mme Sandville, peut-être vous rajouter quelque chose? Il y a quelqu'un, un homme politique, qui disait qu'il ne faut jamais rater l'occasion donnée par une crise. Je pense qu'il y a vraiment, le ministère s'est rendu compte avec la pandémie des limites, on va dire ça comme ça, pour utiliser un euphémisme, de son système de fonctionnement. Ça fait que puis là, je vais aller sur est-ce qu'il y a une volonté? Je pense que celle de M. Dubé, elle est là. Mais moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, la centralisation, ça ne date pas d'hier, ce n'est pas juste en santé. Ça fait que même si M. Dubé veut, je ne sais pas si ça sera suffisant, donc ça va prendre d'autres colloques comme celui-ci. Peut-il? Écoutez, je dirais peut-être avec une dernière question du côté du docteur Ruth Van der Stel. Après ça, on va passer aux participants. Oui, mes deux oreilles sont ouvertes. Comment voyez-vous le rôle des médecins dans la décentralisation du réseau et dans la gouvernance locale? Toutes les réponses sont bonnes. Qui veut répondre? Je suis voulante, je suis innovatrice, je suis engagée. Donc, je ne suis pas syndicaliste, je m'excuse, Madame Sylvie, mais vraiment, là, comment voyez-vous le rôle? Là? Je veux entendre ça. Si je peux me permettre, puis je vais être tellement courte, travail en équipe. Madame Marcotte? Des personnes clés. Je pense que la question se pose aux médecins eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils veulent jouer, quelle place qu'ils veulent prendre dans tout ça. Donc, tu sais, partir de la base, qu'un médecin, par exemple, veuille prendre des initiatives dans son patelin pour faire ça devrait être possible. Qu'un médecin, par exemple, veuille, je ne sais pas moi, à la fois travailler à la première ligne, plus travailler dans... Ça devrait être possible. En fait, moi, je suis de l'école, tout doit être possible. Tout doit être permis, mais il demeure que c'est un système basé sur l'acte médical aussi, là. Donc, qui de mieux placé pour que les médecins décident quelle est la meilleure façon d'organiser tout ça dans leur région, dans leur patelin. Puis il y aura, je pense, autant de façons d'organiser les choses qu'il y a de besoins, qu'il y a de caractéristiques de la population, qu'il y a d'initiatives locales, et de tout ça. Donc, c'est vraiment la diversité, l'ouverture. Donc, moi, la réponse, c'est tout doit être possible. Excellent, merci. Je vous remercie beaucoup. Écoutez, j'amènerais juste un point. Oui, s'il vous plaît, Pierre. Je me permets ça, je suis impoli, hein, mais je me permets de dire aux médecins, très cool. La perception qu'ils ont à changer est dans leurs mains. Merci, c'est cool. C'est cool. Ça vaut pour tout le monde. C'est ça. Oui. Écoutez, les chers panélistes et conférencières, on a pas mal de questions du public, de nos participants. Je vais vous les poser parce que c'est par chat. Je pense que vous les avez vus, vous les voyez, mais je vais résumer les principales et vous les poser. Mais sachez que tout ça, là, on les prend en note. Ça va faire partie de la réflexion que nous aurons ultérieurement. La première question qui revient beaucoup, c'est elle est double. Quelle est réellement, dans une gouvernance décentralisée, plus locale, où les gens décident sur le terrain, là, quelle est la place de l'ensemble des intervenants, pas juste des médecins ou des professionnels, là, des physiothérapeutes, des infirmières, quelle est leur place là-dedans, quel rôle ils peuvent jouer? Et l'autre question qui va avec, quel est le rôle par exemple, du monde communautaire, des associations de patients et des comités d'usagers dans cette décentralisation-là, dans cette gouvernance locale? Les deux questions, peut-être que c'est ouvert à tout le monde, si vous voulez répondre. Allez-y. Qui y va? Oh! Moi, je vais prendre la parole, si vous voulez. Michel, je voudrais intervenir. Oui. Très brièvement, évidemment, chacun pour laisser le plus de place possible. Au niveau des comités d'usagers, qui sont d'ailleurs tous des bénévoles et qui sont tous des patients et qui sont tous payeurs de taxes,
On se sent souvent très peu reconnu et très peu écouté. Pourtant, on est sur le terrain. On est à tous les jours sur le terrain avec des gens, à les aider, à avoir le sourire, à avoir le peine. Et on n'est pas là, on n'est pas reconnu. D'ailleurs, on n'est pas du tout dans le plan de M. Dubé. Pourtant, on est dans la loi L4S. Et dans la loi, on nous dit, vous êtes là pour défendre les droits des usagers. Vous êtes là pour regarder les orientations et les moyens que le gouvernement se donne. Mais on est informé de ce qui se passe, mais on n'est pas consulté. Et ça, moi, je pense que c'est un gros changement qui devrait avoir lieu au niveau des discussions qu'on a avec les représentants du gouvernement qui sont nos employés par la base. Là. Oui, oui. On regarde ça, là. On est actionnaire du système de santé. Donc, on devrait avoir un mot à dire à quelque part, ce qu'on n'a pas. Merci. Mais moi, ce que j'ai vu, monsieur, ce que j'ai vu, c'est vraiment une boîte. J'ai vu une boîte dans le diagramme là, du réseau de la décentralisation. J'ai vu une boîte des usagers et des patients là. Patients partenaires. Pardon? C'était, à ma connaissance, patient partenaire. Et tout le processus de patient partenaire, c'est une trajectoire clinique. N'oublions pas ça. Ce n'est pas une trajectoire qui regarde les droits des usagers. C'est une trajectoire clinique. Moi, exemple, j'ai eu une problématique et j'ai été consulté dans le cadre de ma problématique, mais pas sur l'ensemble de l'organisation que le domaine hospitalier ou que le domaine communautaire peut avoir. Si vous me permettez, je laisserai peut-être la réponse également à M. Di Giovanni. Puis les conférencières, si elles veulent rajouter quelque chose, mais très court, M. Di Giovanni. Je vais être très court. Ce n'est pas le rôle des comités d'usagers et des associations de patients. Pierre vient juste de le mentionner, la L4S, c'est très clair et très précise. Notre rôle est très bien identifié dans les décisions, les orientations, l'organisation des services. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que l'administratif ne l'applique pas. L'administratif n'est absolument pas intéressé de s'asseoir avec les comités d'usagers et les associations de patients parce que c'est un rapport de force d'égal à égal et on a une mémoire collective de plusieurs années. L'administratif préfère travailler avec des consultants, puis ça s'appelle des patients partenaires, que l'Université de Montréal a constitué pour conseiller le ministère. Le plan de santé de Dubé, on n'a jamais été consulté. On a eu une rencontre de 20 minutes, puis c'était ça la consultation. Donc, c'est l'application. Moi, là, je veux garder les mêmes articles qu'il y a dans la L4S, mais que le ministre oblige l'administratif à les appliquer. Merci, Jérôme. Peut-être rapidement, moi, ça a été une perte. Ça a été une perte de ne pas avoir les citoyens sur les conseils d'administration. Je pense qu'il faut faire comprendre à tout le monde, à tous les niveaux, qu'informer, ce n'est pas la même chose que consulter. Puis c'est vrai que des fois, consulter, ça peut prendre plus de temps, là, surtout avec les syndicats, on sait comment ils sont, mais ça donne des solutions plus pérennes. Plus on est de fous, plus on est ensemble. Deuxième question qui revient beaucoup. Écoutez, puis ça englobe pas mal de choses que le rôle de la première ligne, par exemple. Alors, ce serait quoi la place des... Autrement dit, est-ce que c'est faisable qu'il y ait une première ligne autonome, carrément sortie de la structure actuelle des CIS et des CIUS? C'est un peu la question qui revient. Puis première ligne, là, on parle de première ligne élargie. Là. On parle de CLSC, on parle même de CHSLD. Ça, c'est la première question. La deuxième, puis ça vient avec, c'est quel est le rôle des régions là-dedans, des MRC, par exemple? Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer? Est-ce que les communautés locales ont un rôle à jouer? Comment voyez-vous ça? Alors, voilà, donc le feu est ouvert à tout le monde. Moi, j'aimerais beaucoup répondre. Je dois quitter dans quelques minutes. Justement, mon bureau se remplit. Mais la première ligne, là, c'est tout à fait possible. C'est là que je passe la majorité de mon temps. On peut le dissocier. Là, il n'y a pas... Donnez-nous un mandat, là. OK? Puis moi, quand j'ai commencé ma pratique, c'était Ruth, tu vas travailler à la salle d'urgence. OK? Tu vas prendre ton tour à la salle d'urgence. Au bureau, là, tu as un mandat.
c'est d'éviter que ton patient y aboutisse à sa d'urgence, OK? Puis d'éviter qu'il soit hospitalisé. Fait que moi, je fais 3 choses. Moi, c'est le fun. Je suis en rural, là, je vois vraiment l'impact, OK, de ce que je fais. Fait que moi, mon patient, quand je le vois au bureau, là, puis il aboutit à sa d'urgence, je dis, qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien? Quand il aboutit à l'hôpital, moi, je le regarde en pleine face, on se regarde dans les yeux, puis on dit, qu'est-ce que tu as fait, là? Qu'est-ce que ça... Puis il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher, mais le mandat de la première ligne, c'est d'empêcher les gens d'utiliser des choses à fort coût, que oui, ça a besoin d'exister, une salle d'urgence dans toutes les régions, c'est normal. Si tu te casses le cou, tu as besoin d'une salle d'urgence, OK, ça va. Mais en hospice, oui, tu as besoin si tu fais un AVC, mais tu n'as pas besoin si tu fais de la prévention. Fait que donnez-moi le mandat d'enlever mes patients de la salle d'urgence puis de l'hospice, je sais quoi faire. Je sais exactement quoi faire. Puis je l'ai dit tantôt, c'est de me donner des intervenants. Là, quand j'ai quelqu'un, puis que j'arrive au bureau, puis je vois quelqu'un marcher tout croche dans la rue, là, puis je sais qu'il n'a pas pris ses médicaments, là, c'est un village ici, là, je sais qu'il n'a pas pris ses médicaments depuis quelque temps. Là. Moi, je veux juste un TS, un travailleur social, là, que je peux dire, hey, je l'ai vu tantôt, peux-tu aller le voir, il n'est pas bien, il va aboutir à l'hôpital, je vous le dis. Là. C'est moi qui va être de garde à la salle d'urgence, je sais qu'il va être. Fait que oui, c'est possible, c'est tout à fait possible, mais on ne s'est pas donné le mandat de le faire. Puis GMF, là, je ne mens pas, je m'excuse parce que c'est vraiment là, passionnant pour moi, mais GMF, il ne faut pas dire GMF équivaut privé. Moi, je suis en CLST, je suis en GMF, OK? Moi, c'est en GMF mixte, privé, public. Il y en a aussi des GMF publics. Fait que je pense qu'il ne faut pas trop se mêler dans toutes les structures médicales parce qu'il y a des docteurs, de toute façon, j'ai tendance à se chicaner puis à sortir 50 opinions. Mais je pense qu'il faut donner la mission d'empêcher les patients d'aller dans les salles d'urgence et d'être hospitalisés. Je veux dire, on peut donner du feedback, là. Le feedback est facile. Ton patient était hospitalisé, toi, ça a été à la salle d'urgence, puis ça se fait. Moi, je pense que ça se fait. Merci pour votre élan passionné. Est-ce que merci. Quelqu'un veut rajouter quelque chose à ça? Que peut-on rajouter à ça? J'aimerais ça qu'elle explique quand elle dit fédérer la première ligne. Ça veut dire quoi, ça? Concrètement, là, qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, c'est un concept qu'on est en train de travailler avec nos différents membres. C'est vraiment de savoir dans les CLSC, par exemple, dans les soins à domicile. OK? Là, ça s'organise de 50 façons différentes. La paie n'est pas pareille, les services ne sont pas pareils, la façon de travailler avec les infirmières, ce n'est pas pareil. Fait que là, les services à plusieurs endroits de la province ne sont pas donnés. Au niveau médical, il n'y en a juste pas de programme. Et c'est ahurissant, là. Fait que là, il faudrait qu'on se mette ensemble puis qu'on ne fonctionne pas par silo dans chaque région, mais je vous donne un exemple. Là. Moi, je peux être membre de mon syndicat, je peux être membre par mon hôpital ou par mon CLSC. Fait que j'ai besoin de choisir, mais c'est vraiment, c'est un peu bizarre, là, mais il faudrait fédérer qu'est-ce qu'on fait en commun pour donner des bons services. Et en première ligne, c'est la même chose. Quelles sont les clés? J'ai parlé d'une clinique de transition tantôt. Les cliniques de transition, ça pourrait se faire n'importe où, mais on n'a pas partagé cette solution-là à travers la province. Fait qu'il faudrait Là, surtout maintenant avec la centralisation, on relève juste d'un 6. Si ton 6 trouve que c'est une bonne idée puis qu'il parle avec un autre 6, ils ne sont pas intéressés à parler avec un autre 6 pour percoler l'idée vers le bas, c'est impossible. Ils sont trop occupés de toute façon. Fait qu'il faudrait qu'on communique là, en transversal là, à travers la province pour implanter des solutions avec des nuances selon les besoins locaux à chaque endroit. C'est drôle, j'ai une question, je ne sais pas si c'est une question de conclusion, une question qui est ouverte. Je pense, il y a plusieurs personnes qui disent, oui, mais comment on fait de travailler ensemble? Dans les questions que vous pouvez voir comme panélistes, les conférencières, on dit, par exemple, il y a la loi de l'Omerta. La loi de l'Omerta, c'est que dans le fond, personne ose parler ou on dit, par exemple, les comités d'usagers sont un mal nécessaire. Ça vient des questions ou des commentaires des gens. Il y a des gens qui disent, écoute, pourquoi on ne fait pas une grande réunion pour se parler tout le monde, puis essayer de faire en sorte d'avoir des consensus autour d'un certain nombre de solutions. Alors, je vais vous poser la question comme ça. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'engager une conversation plus importante? Je pense qu'on a perdu Jérôme.
Est-ce que ce ne serait pas le temps d'engager une conversation plus large où il y en a qui parlent d'états généraux, de sommets, de tout ce que vous voudrez, pour qu'on mette sur la table les problèmes puis qu'on s'entende ensemble pour les régler, mais une fois pour toutes, compte tenu qu'on s'en va vers un mur. C'est en gros à peu près là, ce qui sort de beaucoup de réflexions et de commentaires des personnes qui participent au webinaire. Ça pourrait être le rôle des municipalités puis des MRC qui veulent une population en santé, qui veulent des citoyens heureux. Puis il y en a partout au Québec. Ils pourraient être très actifs à ce niveau-là et finalement dire au ministère c'est quoi les besoins locaux. Je pense qu'il faut vraiment impliquer les populations là, à ce niveau-là. Moi, je pense, j'ai parlé du dialogue social. Donc, je pense qu'il faut se donner, on parlait d'une culture de décentralisation, il faut peut-être se donner aussi comme société une culture de dialogue social. Après ça, on verra comment on veut dialoguer, puis sous quelle forme, mais il ne faudrait pas que ce soit, on remplit le stade olympique, on a bien du fun pendant une semaine, ça fait la une des journaux, puis concrètement, ça ne donne rien sur le plancher. Ça fait que le dialogue, c'est quelque chose qui se pratique. Puis souvent, dans le mot dialogue, les gens voient des gens parler, mais la partie écoute aussi est très importante. Il ne peut pas y avoir de dialogue si tout le monde parle en même temps. Mais ça, c'est un changement aussi qu'il faut se donner comme culture. Parce qu'il faut, c'est le point de vue, c'est qu'il faut que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Tu sais, moi, je dis il faut que les syndiqués, les salariés soient au jeu. Mais je vais être la première à dire qu'on n'a pas 100% des solutions. Je vais être la première à dire qu'on a un point de vue. Il est essentiel, ce point de vue-là. Il mérite d'être entendu, mais bon, Yann, ce n'est pas le seul. Tu sais? Donc, ça s'inscrit dans un dialogue, puis un dialogue avec toutes les parties prenantes. On a manqué peut-être une petite... Moi, ma réponse à ça, c'est que je me méfie des grands forums, des états généraux, des rapports. On en a eu, ça n'a rien donné. Ça fait 40 ans qu'on patauge dans les mêmes problèmes. À mon avis, pourquoi? Parce qu'on n'a pas rapproché les discussions ou en tout cas les solutions des artisans. Puis là, les artisans, ceux qui font la job, c'est eux qui peuvent s'organiser. Il y a des hôpitaux qui fonctionnent très bien au Québec. Et quand on parle à ces infirmières-là, elles sont heureuses et ne voudraient jamais travailler ailleurs. Comment ça, donc? Il n'y a pas de problème là. Parce qu'elles sont écoutées, et puis c'est la même chose pour les médecins, là, parce qu'elles ont comme des leviers de pouvoir. Et ils se sentent impliqués, il y a un sentiment d'appartenance, il y a un système de mentorat, il y a des affaires qui font qu'ils sont heureuses. Mais c'est local. C'est vraiment parce qu'ils ont imaginé leur environnement de travail à eux, qui est peut-être différent de celui du voisin, mais ils avaient les leviers et ils se sentaient écoutés et tout. Des états généraux, puis de parler, puis de placoter, puis de ça, non. Moi comme j'en ai soupé de ça, pour y avoir participé, justement, le rapport Castonguay a été tabletté l'après-midi de son dépôt. Enfin, ce n'est pas des farces. Fait que vous comprenez ma méfiance. Moi, j'ai totalement confiance dans le monde qui font la job. Les artisans, totalement confiance. En autant qu'ils aient les leviers de pouvoir. Et par là, la décentralisation, c'est une excellente nouvelle, à moins que ce soit un instrument de marketing. Ce qui est possible. Merci beaucoup. Je ne sais pas si, compte tenu que le temps avance, qu'il me reste quelques minutes avant que le système fasse en sorte de stopper à la fois l'enregistrement et tout le reste, je vais me permettre, si vous me le permettez, cher organisme partenaire, de conclure en vous disant simplement, écoutez, merci infiniment. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Tout ça va être mis en ondes dans le courant de la semaine prochaine. Laissez-nous presque 7 jours, là, de manière à faire le petit montage. Je vous signale que demain, il y a un autre webinaire qui porte aussi sur la décentralisation. Ce webinaire-là est avec Michel Clair, que vous connaissez, du rapport Clair, et le vice-président de la Fédération québécoise des municipalités, Jonathan Lapierre. Il sera beaucoup question de décentralisation locale.
Puis, par exemple, c'est quoi la déconcentration versus la décentralisation? Et puis, qui fait quoi là-dedans? Alors, et comment ça fonctionne? Donc, écoutez, je vous invite, les panélistes aussi, tout le monde, à vous rebrancher demain. Alors, et je vous remercie infiniment. Je remercie beaucoup le regroupement provincial des comités des usagers, le regroupement des Québécois des médecins pour la décentralisation des soins de santé. Alors, au nom de tout le monde et de l'Alliance des patients pour la santé, merci infiniment et écoutez, à demain. Alors, voilà. Merci de l'initiative. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Tout le monde, bonne fin de journée. Au revoir.